en période de décroissance, je n'ai pas d'annonce publicitaire à vous faire aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël, bien sûr, de très beaux moments de convivialité et de tendresse. Je vous dis à l'année prochaine et je laisse tout de suite la parole à Gérard. Merci. Peut-être m'assérais-je tout à l'heure là-dessus. Ça fait un peu entraîneuse de bar. Je ne suis pas tout à fait habillé pour. Alors, donc aujourd'hui, les figures d'autorité, la conférence précédente, c'était plutôt sur les catégories, les différentes catégories du pouvoir, et là, leur incarnation littéraire dans un certain nombre de figures. Je vous ai mis un petit prologue pour vous expliquer au fond deux choses. Alors vous aurez évidemment corrigé la coquille au premier mot de la deuxième ligne du deuxième paragraphe, hein, quel qu'on soit, il faut un S, bien sûr. J'ouvre une parenthèse, je ne sais pas si vous êtes comme moi, évidemment j'écris pratiquement tout sur écran, et sur écran, je lis ce que je crois avoir écrit, et non pas ce que j'ai tapé. Donc les coquilles, je les vois très mal. En plus, comme les correcteurs orthographiques sont complètement dyslexiques, j'ai beaucoup de mal à corriger toutes mes fautes de frappe. Vous corrigez celle-là. Alors les deux choses que je disais en préalable, que je voulais vous dire en préalable, la première, c'est que, bien entendu, les figures d'autorité sont extrêmement nombreuses dans les œuvres littéraires en général, et tout particulièrement au XIXe siècle. Donc il aurait été hors de question de faire un sort à chacune d'entre elles. Et j'ai donc éliminé un certain nombre de figures d'autorité, comme celle de Napoléon, parce que j'en ai beaucoup parlé, comme celle des médecins, des savants, parce que j'en ai parlé dans des conférences précédentes, en essayant de me focaliser sur quelques figures vraiment, certes majeures, mais que j'ai essayé d'illustrer avec, comme je fais maintenant de plus en plus souvent, avec des textes littéraires certes connus et d'autres qui sont un peu moins connus, pour vous faire découvrir éventuellement des auteurs ou des œuvres auxquelles on ne pense pas spontanément quand on pense littérature du XIXe siècle. Et la deuxième chose, c'est que d'une manière générale, hein, on peut multiplier les exceptions, la question de l'autorité dans le roman du XIXe siècle privilégie les crises de l'autorité, ou les défaillances de l'autorité, les manques d'autorité, ou à l'inverse, ce qui n'est que la symétrie inverse, l'autorité excessive, tyrannique, hein, et que très rares sont les romans dans lesquels vous allez avoir des figures d'autorité qui sont à la fois bienveillantes, efficaces, mais ça s'explique très bien. Les figures d'autorité qui sont bienveillantes et efficaces, ça fait de mauvais romans. On s'ennuie, ça vous tombe des mains. Donc, il faut quand même que les personnages présentent soit un défaut majeur, soit un excès majeur. Et c'est exactement ce qui se passe. Hein. Alors, on va essayer d'illustrer ça avec quelques romans. Alors, à tout seigneur, tout honneur, premier type de figure d'autorité, le souverain et le ministre. Pourquoi? Tout simplement parce que la question du souverain est fondamentale dans la représentation politique des romans. Elle est fondamentale pour comprendre les rapports sociaux, elle est fondamentale pour comprendre comment une société fonctionne sous un régime impérial ou sous un régime monarchique, ou de manière plus tardive, sous un régime républicain, où là, la question de la figure d'autorité se pose différemment. Donc j'ai commencé par les monarques, et premier exemple, donc c'est un roman historique d'Alfred de Vigny, de 1826, Saint-Marc, ou une conjuration sous Louis XIII. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Saint-Marc? Pour deux raisons. La première, c'est que ça illustre très très bien ce qu'a été la vogue du roman historique dans la décennie 1820-1830. Le roman historique est un genre romanesque qui prend véritablement son essor au tout début des années 1820, avec certes en partie l'influence de Walter Scott, hein, des traductions de Walter Scott, qui
Walter Scott est traduit très très rapidement après sa publication en Angleterre. Mais aussi parce que le romantisme se pose très très vite la question du sens de l'histoire, de la signification de la continuité du temps historique. Et qu'est-ce que le romantisme va aller rechercher? De manière évidemment privilégiée, les moments de crise dans l'histoire. Pourquoi? Parce que les crises, c'est très exactement là, ça permet de faire apparaître les conflits entre les groupes ou les classes sociales. Ça permet de faire apparaître le conflit entre les individualités qui représentent un certain nombre d'intérêts ou qui ont des projets divergents. Et donc la crise, elle est très rentable pour le roman historique. Elle met également dans une perspective beaucoup plus large, et ça c'est du point de vue des romantiques qui pensent que le sens de l'histoire va vers la Révolution française, et ils vont dire que les différentes crises des siècles précédents sont les signes annonciateurs de la Révolution française. Prenons un exemple, les guerres de religion. Pour un certain nombre de romantiques, les guerres de religion mettent en cause à la fois, bien entendu, le pouvoir monarchique, le pouvoir des grands, opposent des religions dont la conception de la société est complètement différente. Et donc, ce premier grand affrontement est un prélude à ce qui va se produire 2 siècles plus tard. Alors ici, une conjuration sous Louis XIII, donc c'est un événement historique tout à fait avéré. Hein. Saint-Marc a effectivement conspiré avec Gaston d'Orléans contre le roi Louis XIII, enfin contre le roi Louis XIII, contre le ministre Richelieu, hein, qu'il veut abattre, mais s'attaquer au ministre de Richelieu peut parfaitement ressembler à une attaque contre le roi lui-même. Et le thème de la conjuration, du complot, est tout à fait prégnant dans le roman historique, comme dans le théâtre romantique, à partir du milieu des années 1820. Tout ce qui est en quelque sorte potentiellement révolution politique est au cœur de la réflexion sur l'histoire chez les romantiques. C'est bien pour ça que Victor Hugo écrit un Cromwell. Écrire un Cromwell, c'est évidemment écrire sur un changement radical de pouvoir politique qui annonce quoi? Qui annonce tout simplement ce que va devenir la monarchie anglaise par la suite. Alors, je vous ai mis un petit résumé de ce roman, parce que ce n'est pas celui qu'on lit le plus souvent d'Alfred de Vigny, ce qui est tout à fait dommage. Et donc, il s'agit de rappeler qu'il s'agit bien d'un complot qui vise à éliminer Richelieu, pas physiquement, mais à le sortir du pouvoir, de débarrasser la monarchie française de Richelieu. Et donc, je vous ai choisi un portrait du roi Louis XIII. C'est très intéressant, parce que vous avez un des premiers portraits romanesques de rois dans la littérature du XIXe siècle. Donc nous sommes à Chambord, et il s'agit pour Vigny de montrer un Louis XIII qui est en quelque sorte, qui se met volontairement en retraite ou en retrait du pouvoir, par lassitude, par mélancolie, comme si la couronne lui pesait, hein, et qui est saisi d'un grand dégoût à l'égard des hommes et de l'histoire, et un ennui, et vous retrouvez évidemment des thèmes romantiques majeurs, hein, la déréliction, la mélancolie, on est en plein dedans. Hein. Et donc je vous ai mis en gras la partie principale de ce portrait. Hein. Au milieu de ses chants et de ses méditations même, son faible esprit était poursuivi et distrait par des images contraires. Jamais le monde et la vie ne lui avaient paru plus beaux que dans la solitude et près de la tombe.
Entre ses yeux et les pages qu'il s'efforçait de lire, passaient de brillants cortèges, des armées victorieuses, des peuples transportés d'amour. Il se voyait puissant, combattant, triomphateur, adoré. Et si un rayon de soleil échappé des vitraux venait à tomber sur lui, se levant tout à coup du pied de l'autel, il se sentait emporté par une soif du jour ou du grand air qui l'arrachait de ces lieux sombres et étouffés. Mais, revenu à la vie, il y retrouvait le dégoût et l'ennui, car les premiers hommes qu'il rencontrait lui rappelaient sa puissance par leur respect. C'est alors qu'il croyait à l'amitié et l'appelait à ses côtés, et c'est tout le drame du roman Saint-Marc. Saint-Marc est un ami de Louis XIII, et Saint-Marc se retourne contre lui en conspirant contre le ministre Richelieu. Petite parenthèse, c'est également un thème extrêmement fréquent dans le roman historique du XIXe siècle, c'est l'idée qu'il faut essayer de dissocier la personne royale qu'il faut quand même protéger, ou qu'il faut continuer de respecter, dont il faut saluer la légitimité, mais le séparer du mauvais conseiller, du mauvais ministre, de celui qui a une emprise sur lui, qui donc vient compromettre le pouvoir royal lui-même. Et alors ce thème du mauvais conseiller, c'est un thème que vous trouvez sous la monarchie absolue, au début de la monarchie absolue, notamment avec les Mazarinades. Hein, toute cette série de pamphlets contre Mazarin, où on dénonce Mazarin, on prend bien garde de ne pas s'en prendre à la figure du roi, et pour dire que le roi est menacé par son ministre, qui au fond usurpe la véritable légitimité royale à laquelle il ne saurait avoir droit, donc il faut attaquer le ministre. Hein, c'est une stratégie politique, mais qui répond aussi à la volonté de conserver à la monarchie son aura aux yeux du monde et aux yeux de la société. Deuxième exemple, alors là, roman évidemment parfaitement connu, hein, le Rouge et le Noir, dont j'aime toujours à rappeler qu'il est sous-titré Chronique du XIXe siècle, ce qui semble évidemment tout à fait paradoxal pour un roman qui paraît en 1830. Comment peut-on dire Chronique du siècle alors que ce siècle n'a que 30 ans? Mais c'est tout simplement parce que Stendhal fait du Rouge et le Noir un moment emblématique du XIXe siècle, dans lequel viennent se rassembler toute une série de lignes directrices du siècle issu de la Révolution française. Je dis ça parce que vous trouverez encore assez souvent, ce qui a le don de mériter, le Rouge et Noir, chronique de 1830. Non, absolument pas. Chronique de 1830, c'est le titre de la deuxième partie de Rouge et Noir. Ça, c'est le sous-titre du roman. Également, petit arrêt sur image sur le mot chronique, c'est identifier le roman à ce qui est un des grands genres historiques de l'époque, et qui est déjà ancien, qui est celui de la chronique, c'est-à-dire du récit chronologique des événements historiques. Hein, il s'agit donc là, au fond, d'amalgamer l'écriture fictionnelle à la légitimité du récit historique. Alors on est évidemment pleinement dans la fiction. Donc là, on a un portrait de roi, un autre portrait de roi, qui se situe au moment d'une visite royale dans la petite ville de Verrières, là où Julien Sorel est devenu le précepteur des enfants de monsieur et de madame de Rênal, et il en a profité pour devenir l'amant de madame de Rênal, qui va jouer un rôle d'initiatrice, pour lui montrer comment fonctionne la société de province. Et ce qui a deux choses très intéressantes: le roi en question n'est jamais nommé. Dans le roman, il s'agit de Charles X. Il n'est pas nommé. C'est une des façons qu'a Stendhal, au fond, de dévitaliser un petit peu la figure royale. Alors, et dans cette cérémonie, cette visite donne lieu à une cérémonie religieuse, et vous avez un petit récit qui est absolument délicieux de la part de Stendhal, pétri d'ironie, comme les grandes parties du Rouge et Noir. Donc le roi entra, Julien eut le bonheur de le voir de très près, l'évêque le harangua avec onction, et sans oublier une petite nuance de trouble fort poli pour sa majesté. Nous ne répéterons point la description des cérémonies. Pendant 15 jours, elles ont rempli les colonnes de tous les journaux du département. Julien apprit par le discours de l'évêque que le roi descendait de Charles le Téméraire.
Ce qui, évidemment, est totalement faux. Jamais Charles X ne descend de Charles le Téméraire. Vous voyez, Stendhal s'amuse à brouiller les pistes. En fait, ce qui est attaqué ici, ce n'est pas un roi en particulier, c'est une figure royale. Et le roi, évidemment, va être montré dans une posture royale, au fond, dans une comédie royale, dans une gestuelle qui, d'une certaine façon, est en train de se vider de tout sens réel. Après le discours de l'évêque et la réponse du roi, Sa Majesté se plaça sous le dais, ensuite elle s'agenouilla fort dévotement sur un coussin près de l'autel. Et Julien était à 6 pas du roi, qui réellement priait avec abandon, etc., etc. Et la dernière phrase, Sa Majesté se précipita plutôt qu'elle ne se jeta sur le prie-Dieu. Et donc, tout se passe comme si le roi était une sorte de marionnette du pouvoir religieux. Ici, la figure principale, ce n'est pas le roi, c'est l'évêque. Et cela va dans le sens de la critique stendhalienne de la monarchie sous la Restauration, qui est une monarchie cléricale. Et Stendhal déteste le cléricalisme. Donc là, vous êtes... Et on dit souvent que Stendhal est un romancier dans Le Rouge et Noir. Il est un romancier de l'ambition, évidemment, le personnage de Julien Sorel, qu'il est un romancier de la comédie provinciale, qu'il est un romancier de l'opposition entre Paris et la province, et qu'avant tout, il est un romancier de la passion amoureuse. Tout cela est vrai, mais il est un romancier politique. Et que tout ce qu'il y a dans Le Rouge et Noir, comme tout ce qu'il y a dans La Chartreuse de Parme, encore plus tout ce qu'il y aura dans Lucien Levene, c'est du roman politique. Simplement, c'est une autre façon d'écrire un roman politique que celle de Balzac. Et ici, c'est par le biais de l'ironie et de ce que je qualifierais ici de dévitalisation, de dévalorisation, et pourquoi pas de dévirilisation de la figure royale. Autre image dégradée, mais là évidemment avec un objectif qui est tout à fait différent de celui des Stendhal, c'est la figure de Napoléon III dans les Rougon-Macquart, et ici tout particulièrement dans La Curée. Alors comme vous le savez, La Curée, c'est le deuxième roman des Rougon-Macquart, après La Fortune des Rougon, et ce qu'on appelle la Curée, en fait, c'est la spéculation immobilière générée par les travaux d'Haussmann, spéculation immobilière dans laquelle se jette avec bonheur et avec gourmandise un des trois frères Rougon, qui est monté de Plassans à Paris, qui se prénomme Maxime et qui choisit de changer de nom. Il n'est plus Maxime Rougon, il est Maxime Saccard. Alors évidemment, il y a un jeu de mots évident, on met à sac la ville de Paris et on remplit ses sacs d'or. Et ce roman, par bien des aspects, est une réécriture de Phèdre, parce qu'il y a une magnifique histoire d'inceste entre une femme et son beau-fils, puisque Maxime a épousé René et eux. Très intéressant le prénom, parce qu'évidemment, c'est un pronom qui est féminin uniquement par l'orthographe, mais qui est masculin par la prononciation, parce que René inverse les rapports sexuels dans La Curée. C'est elle qui prend le pouvoir sexuel sur son beau-fils. Donc, ce roman va mettre en scène la figure de Napoléon III, qui va recevoir René, qui va se voir présenter René à la cour. Et là, vous avez une scène absolument emblématique de la représentation zolienne de la figure de Napoléon III. Inutile de vous rappeler que Zola va écrire les Rougon-Macquart comme une machine de guerre contre le Second Empire. Et donc, vous voyez, j'ai mis en gras, près de la seconde porte, en bas de la page, celle que l'empereur gagnait d'un pas pénible et vacillant. Voilà la première notation sur Napoléon III. Donc une figure vieillie. Il était en habit, avec l'écharpe rouge du grand cordon, c'est le grand cordon de la Légion d'honneur. René, reprise par l'émotion, distinguait mal, et cette tache saignante lui semblait éclabousser toute la poitrine du prince.
Inutile d'insister sur la symbolique. Sur Napoléon III, le sang versé par le coup d'État est visible en permanence. Et la fortune, le roman La fortune des Rougon, qui précède La Curée, se termine sur l'image d'une tache de sang indélébile. Donc Napoléon III est lié au sang qu'il a fait verser. Elle le trouva petit, les jambes trop courtes, les reins flottants, mais elle était ravie. Elle le voyait beau, avec son visage blême, sa paupière lourde et plombée, qui retombait sur son œil mort. Sous ses moustaches, sa bouche s'ouvrait mollement, tandis que son nez seul restait osseux dans toute sa face dissoute. Le portrait est évidemment dévastateur. En fait, c'est le vieux libertin usé par les plaisirs. L'empereur et le vieux général continuaient à avancer à petits pas, paraissant se soutenir, alanguis, vaguement souriants. Ils regardaient les dames inclinées, et leurs coups d'œil, jetés à droite et à gauche, glissaient dans les corsages. Le général se penchait, disait un mot au maître, lui serrait le bras d'un air de joyeux compagnon, et l'empereur, mou et voilé, plus terne encore que de coutume, approchait toujours de sa marche traînante. Donc, le vieux lubrique qui n'a même plus la force de se soutenir. Paragraphe suivant, l'empereur, levant à demi les paupières, avait des lueurs fauves dans l'hésitation grise de ses yeux brouillés. Et il est qualifié de rêveur équivoque, bien sûr. Mais René va conserver l'image, alors une image qu'elle fantasme, de Napoléon III, c'est ce que vous avez à la fin. Elle se rappela toujours la marche lente et alourdie du prince au milieu du salon, entre les deux rangées d'épaules, et quand elle goûtait quelques joies nouvelles dans la fortune grandissante de son mari, elle revoyait l'empereur dominant les gorges inclinées, venant à elle, la comparant à un œillet que le vieux général conseillait de mettre à sa boutonnière. C'était pour elle la note aiguë de sa vie. Donc, là, vous avez vraiment une des tonalités majeures du roman La Curée sur le plan de l'évocation de la chair triomphante, dans le cas des femmes, de la chair moins triomphante, dans le cas de Napoléon III. Donc, vous voyez, portrait à charge, dont vous retrouverez une autre version assez comparable dans Son Excellence Eugène Rougon. Son Excellence Eugène Rougon se déroule chronologiquement au moment de l'exposition universelle de 1867, autrement dit 3 ans avant la guerre contre la Prusse et les autres États allemands, et oppose la figure triomphale, virile et dominatrice de Bismarck à la figure d'un Napoléon III encore plus avachi et encore plus terne que ce que vous aviez dans La Curée. Et rien que cela annonce le dénouement du Second Empire. Une Allemagne forte contre une France dirigée par un corps mou et par un personnage terne, vieilli, et évidemment, c'est en filigrane, peut-être encore séducteur, mais impuissant. Alors, par opposition à ces figures dont on voit quelques modalités de la dégradation dans le roman du XIXe siècle, il y en a bien d'autres, j'ai opéré un choix, forcément. Vous avez, au contraire, vous allez avoir une figure de souveraine, cette fois, comme on dit maintenant, sous forme un peu de poncif, de femme puissante, que vous avez dans un roman qui certes est une fiction, mais qui se donne en même temps comme une sorte d'essai sur l'histoire, chez Balzac. Ce n'est pas un des textes qu'on lit le plus de la comédie humaine, c'est pour ça que je vous l'ai choisi, et qui s'intitule « Sur Catherine de Médicis ». Alors pourquoi choisir cette figure-là? Parce que Balzac se donne un premier objectif, réhabiliter la figure de Catherine de Médicis. Mais pourquoi la réhabiliter? Et c'est ça le second objectif. C'est que, pour Balzac, la politique qu'a menée Catherine de Médicis, ou qu'elle a conseillée aux différents rois dont elle fut l'épouse avant d'être la mère,
c'était de ne pas laisser aux protestants la possibilité de prendre le pouvoir dans la France monarchique. Et Balzac, là, félicite rétrospectivement d'avoir choisi cette manière de maintenir le pouvoir et la puissance de la monarchie contre toute dissidence possible. Hein, parce qu'il voit dans le protestantisme non pas un schisme religieux, il y voit une dissidence politique, la volonté de créer un État dans l'État, qui a été la grande thèse de la monarchie sur le protestantisme. C'est pour ça qu'il y a la révocation de l'édit de Nantes. Si Louis XIV révoque l'édit de Nantes, c'est parce qu'il voit dans les protestants un État dans l'État. Donc, ça c'est l'objectif de Balzac. C'est répété, enfin non, c'est pas répété parce que c'est figure un peu avant déjà, dans Illusion perdue, lorsque vous avez Lucien de Rubempré qui écrit un roman historique qui s'intitule L'Archer de Charles IX et qui vient le proposer à son ami d'Arthez pour que celui-ci le lise et lui dise ce qu'il en pense, si ça lui paraît être un roman bien écrit, bien composé, s'il faut faire des changements, etc. Et en lui présentant le manuscrit, il dit j'ai voulu présenter la figure de Catherine de Médicis et j'ai pris parti pour les catholiques. Donc là, vous êtes vraiment dans la même position idéologique de Balzac. Bon, tout ça pour vous dire que, évidemment, le portrait de Catherine de Médicis va être un portrait tout à fait valorisé sous la plume de Balzac. Alors, je vous encourage à lire sur Catherine de Médicis, parce qu'il y a trois parties qui sont, au fond, qui sont assez hétérogènes. Je vous en ai fait un petit résumé. La plus étonnante, c'est la dernière, qui s'intitule les deux rêves, dans lesquels il y a un dîner imaginé au XVIIIe siècle, où il y a deux convives, un avocat et un chirurgien, qui racontent comment Catherine de Médicis leur est apparue en rêve pour glorifier les massacres purificateurs. Et qui sont ces deux figures? Elles ne sont pas vraiment nommées, mais on les reconnaît sans peine. L'un est Robespierre et l'autre est Marat. Comme si, au fond, de Catherine Médicis à la Révolution française, il y avait une continuité. C'est un texte tout à fait étonnant. Donc, voyons le portrait de Catherine de Médicis. Je vous ai mis un passage un petit peu long. En haut de la page 5, deux mots expliquent cette femme si curieuse à étudier et dont l'influence laissa de si fortes impressions en France. Le mot « impression » au XIXe siècle a deux significations principales. Celle que nous avons aujourd'hui, j'ai l'impression que, ça m'a laissé une belle impression. Et une signification plus importante, l'impression, c'est ce qui se grave dans votre esprit, ce qui s'imprime dans votre esprit. Et ce sens-là a, sinon totalement disparu, en tout cas, c'est vraiment considérablement atténué. Donc ici, c'est le premier sens qu'il faut donner. Ces deux mots sont domination et astrologie, exclusivement ambitieuses. Catherine de Médicis n'eut d'autre passion que celle du pouvoir, la passion du pouvoir. Superstitieuse et fataliste, comme le furent tant d'hommes supérieurs, elle n'eut de croyance sincère que dans les sciences occultes. Sans ce double thème, elle restera toujours incomprise. Donc elle est ambitieuse, passion exclusive du pouvoir, et ce que vous avez en haut du paragraphe suivant, soif de domination. Et le passage principal. L'envie de conquérir le pouvoir fut-elle si grande que Catherine s'allia pour le saisir avec les Guises, les ennemis du trône. Donc les Guises sont les chefs du parti catholique. Enfin, pour garder les rênes de l'État entre ses mains, elle usa de tous les moyens en sacrifiant ses amis et jusqu'à ses enfants. Cette femme, de qui l'un de ses ennemis a dit à sa mort « ce n'est pas une reine, c'est la royauté qui vient de mourir », ne pouvait vivre que par les intrigues du gouvernement, comme un joueur ne vit que par les émotions du jeu. Quoiqu'italienne et de la voluptueuse race des Médicis, les calvinistes qui l'ont tant calomniée ne lui découvrirent pas un seul amant. Admiratrice de la maxime « diviser pour régner », elle venait d'apprendre depuis 12 ans à opposer constamment une force à une autre.
Aussitôt qu'elle prit en main la bride des affaires, elle fut obligée d'y entretenir la discorde pour neutraliser les forces de deux maisons rivales et sauver la couronne. Ce système nécessaire a justifié la prédiction de Henri II. Catherine inventa ce jeu de bascule politique imité depuis par tous les princes qui se trouvèrent dans une situation analogue, en opposant tour à tour les calvinistes aux Guises et les Guises aux calvinistes. Après avoir opposé ces deux religions l'une à l'autre au cœur de la nation, Catherine opposa le duc d'Anjou à Charles IX. Alors, le duc d'Anjou, c'est celui qui va devenir Henri III. Après avoir opposé les choses, elle opposa les hommes en conservant les nœuds de tous les intérêts entre les mains, tous leurs intérêts entre ses mains. Mais à ce jeu terrible qui veut la tête d'un Louis XI ou d'un Louis XVIII, on recueille inévitablement la haine de tous les partis et l'on se condamne à toujours vaincre, car une seule bataille perdue vous donne tous les intérêts pour ennemis, si toutefois, à force de triompher, vous ne finissez pas par ne plus trouver de joueurs. La majeure partie du règne de Charles IX fut le triomphe de la politique domestique de cette femme étonnante. Ça vous fait penser à qui? Quel portrait vous pourriez mettre en filigrane? Napoléon. Catherine de Médicis, c'est déjà Napoléon. C'est aussi pas mal Talleyrand et un peu de Fouché pour faire la bonne mesure. Catherine de Médicis cumule les caractéristiques géniales, aux yeux de Balzac, de ces grands hommes de la politique. C'est-à-dire ceux qui doivent leur puissance au fait qu'ils n'ont aucun scrupule, qu'ils ont des objectifs pour lesquels ils se donnent les moyens d'y parvenir, qui écrasent tout sur leur passage, par des méthodes qui peuvent différer, mais avec une finalité qui est exactement la même. Catherine de Médicis est un génie de la politique selon Balzac. Elle représente l'essence de ce qu'est la monarchie selon Balzac et de ce qu'elle devrait redevenir. Et c'est pour ça que vous avez un petit clin d'œil à Louis XVIII. Balzac considère, et il a raison, que Louis XVIII était un très fin politique, beaucoup plus que Charles X. Pourquoi? Parce que Louis XVIII a trouvé un compromis historique. Louis XVIII a fait un compromis historique lorsqu'il revient au pouvoir après la chute de Napoléon. Quel est ce compromis historique? C'est tout simplement reconnaître la légitimité de l'acquisition des biens nationaux et donc ne pas avoir pour adversaire ceux qui avaient acheté des biens nationaux. À partir du moment où ils reconnaissaient la légitimité de sa propriété, il avait reconnu un des principaux acquis de la Révolution française. Voilà le génie politique de Louis XVIII. Donc voilà, ce portrait de Catherine est quand même tout à fait remarquable. C'est une apologie du pouvoir pur, à l'état pur. Alors, mais là, tout à fait à l'extrême opposé, là je vous ai mis un texte que je trouve tout à fait délicieux aussi, dans un genre vraiment pleinement différent. C'est un texte d'un roman, un extrait d'un roman décadent de Jean Lombard qui s'appelle L'Agonie. L'agonie, c'est un des grands mots de la décadence. Hein. Ils adorent ça. La décomposition, l'agonie, la déliquescence. Il y a un recueil poétique que je vous recommande qui s'intitule « Les déliquescences d'Adoré Floupette ». C'est vraiment magnifique. Pourquoi? Parce que les décadents adorent tout ce qui est en train de mourir. C'est la beauté de la mort. Mais surtout la beauté du processus de la mort. Et donc, Jean Lombard va ici choisir la figure d'un empereur qui a été en grande partie calomnié par l'histoire, hein, qui est Héliogabale, auquel il donne son nom d'Élagabalus, qui est un des empereurs particulièrement représentatifs de la décadence, du début de la décadence de l'Empire romain. Donc Héliogabale avait voulu instaurer le culte du soleil, s'identifier lui-même à une figure solaire. Et là, vous avez un portrait qui est vraiment, vraiment magnifique. Je vous l'ai mis en gras. Et vous y avez tout le lexique de la littérature décadente, c'est-à-dire la recherche du mot rare, la syntaxe un peu controuvée, la célébration du luxe, etc. Quand on a lu à rebours, on s'y retrouve. Sur des coussins dont la couleur jaune se constelle de grosses améthystes,
sous un dé plafonné d'une dense étoffe d'or soutenue par 4 hautes piques fichées en terre et inclinées, s'affale une humanité somptueusement immobile. Une fastueuse figure de 15 ans, coiffée d'une tiara droite, tissée de perles, de gemmes, de métaux, portée sur des échappées de cheveux longs, noirs, par-dessus une blancheur d'épaules féminines, transparent sous une riche subucula de soie qui s'irise comme de la nacre. Et c'est là, en un écartement de jambes nues, Elagabalus, couchée sur des peaux de panthère, et montrant sa virilité jeune, qu'évente tranquillement d'un flabellum fait d'une grande feuille de lotus ployée à la pointe, un eunuque noir à peau blette, aux dents blanches, aux yeux blancs roulant niaisement. Miracle. Hein, donc c'est l'étalage d'un être qui est androgyne, qui tient du masculin et du féminin, donc, qui est l'empereur de Rome. Et une telle image renvoie évidemment à une Rome pourrissante, certes, d'une très belle pourriture, la pourriture noble, dirait-on, comme pour le vin de Sauterne. Mais là, vous voyez vraiment comment l'écriture décadente se met au diapason d'une représentation et d'une conception de cette agonie. Le titre est évidemment ici tout à fait... alors, je vous laisserai lire tout le passage, parce que, bon, plusieurs pages de ça, à la longue, ça fatigue un peu, il faut le prendre à petite dose. Et alors, je vous ai mis encore en gras, et en cet intérieur où nage dans l'étouffante atmosphère comme un relent de peau, comme une âcre respiration de poitrines humaines mêlées à de forts parfums, chacun remué, Elagabalus se redresse à demi. Impassible, la phrase encore, impassible, Elagabalus s'affale à nouveau sur les coussins où l'eunuque noir l'évente du flabellum mollement. On est ici dans une symphonie du mou, dans une étude en mollesse. Je trouve ça remarquable. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais j'aime bien de temps à autre vous faire lire comme ça des textes décadents. Passons maintenant au ministre. Alors, peut-être le ministre le plus intéressant, le plus séduisant de toute la littérature du XIXe siècle, c'est le comte Mosca dans la Chartreuse de Parme. Et ce comte Mosca, qui présente en italien une variante de musca, la mouche, c'est une fine mouche. Le comte Mosca est le ministre de la police du prince de Parme, Ernest Ranus IV. Et c'est lui, évidemment, qui est la vraie figure du pouvoir. Ernest Ranus IV se prend pour Louis XIV. Il se fait peindre en posture Louis XIVienne, avec la canne, la perruque, etc. Il se regarde dans le miroir pour s'inspirer de Louis XIV. Il n'en a ni le génie, ni vraiment la stature. Mais le comte Mosca, lui, est un personnage tout à fait habile, qui va dans le sens du prince pour pouvoir mieux le tenir et pour pouvoir mieux gouverner le duché de Parme, lequel vit dans la terreur permanente des révolutions et ce qu'il appelle les Jacobins, ceux qui veulent le renverser. Donc il passe son temps à regarder sous son lit, pratiquement, littéralement, pour voir s'il n'y a pas un Jacobin caché qui va le poignarder durant son sommeil. Arrivé au château, ce ministre de la police se garde bien de nier la conspiration. Au contraire, seul avec le prince et armé jusqu'aux dents, il visite tous les coins des appartements, regarde sous les lits et, en un mot, se livre à une foule d'actions ridicules dignes d'une vieille femme. Toutes ces précautions eussent semblé bien avilissantes au prince lui-même, dans les temps heureux où il faisait la guerre et n'avait tué personne qu'un coup de fusil. Comme c'est un homme d'infiniment d'esprit, il a honte de ces précautions. Elles lui semblent ridicules, même au moment où il s'y livre. Et la source de l'immense crédit du comte Mosca, c'est qu'il emploie toute son adresse à faire que le prince n'ait jamais à rougir de sa présence. C'est lui, Mosca,
qui, en sa qualité de ministre de la police, insiste pour regarder sous les meubles et, dit-on à Parme, jusque dans les étuis des contrebasses. C'est le prince qui s'y oppose et plaisante son ministre sur sa ponctualité excessive. Ceci est un parti, lui répond le comte Mosca. Songez au sonnet satirique dont les Jacobins nous accableraient si nous vous laissions tuer. Ce n'est pas seulement votre vie que nous défendons, c'est notre honneur. Mais il paraît que le prince n'est dupe qu'à demi, car si quelqu'un dans la ville s'avise de dire que la veille on a passé une nuit blanche au château, le grand fiscal Rassi envoie les mauvais... Alors Rassi, c'est le ministre de la justice, enfin, entre guillemets, envoie les mauvais plaisants à la citadelle. Et une fois dans cette demeure élevée et en bon air, comme on dit à Parme, il faut un miracle pour que l'on se souvienne du prisonnier. C'est parce qu'il est militaire, et qu'en Espagne il s'est sauvé 20 fois le pistolet à la main au milieu des surprises, que le prince préfère le comte Mosca à Rassi, qui est bien plus flexible et plus bas. Mais évidemment, cette bassesse du comte Mosca est une bassesse jouée, affectée, pour pouvoir contrôler véritablement la politique parmesane. Et le comte Mosca va tout faire pour sauver Fabrice, pour qu'il ne soit pas emprisonné, puisque comme Fabrice est allé à Waterloo et qu'il en est revenu, évidemment, c'est très très mal vu à Parme. Hein. Si on est allé à Waterloo, c'est parce qu'on est un fidèle de l'empereur. Et rentrer de Waterloo, c'est introduire le virus napoléonien dans la ville de Parme. Et en plus, le comte Mosca a également un autre privilège romanesque, c'est qu'il est l'amant d'une des plus belles femmes du roman, la comtesse Pietanera, qui est la mère de Fabrice del Dongo. Il y a deux femmes sublimes dans la Chartreuse de Parme, la comtesse Pietanera et puis celle qui va vouloir séduire le prince parce qu'elle est en fait aussi amoureuse de Fabrice, qui est la Sanseverina, admirable figure de femme, comme toutes les femmes stendhaliennes. Les femmes stendhaliennes sont absolument admirables. Autre figure de ministre, nous allons plus loin dans le siècle, et là c'est un roman que peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de lire fréquemment, qui est Numa Roumestan, Mœurs parisiennes, 1881, d'Alphonse Daudet. J'insiste beaucoup, Alphonse Daudet n'est pas que l'auteur de contes. Alphonse Daudet est un grand romancier. Mais c'est un romancier qu'on ne lit plus, parce qu'il a été réduit en quelque sorte aux contes provençaux, alors que c'est un très très subtil observateur justement. C'est pour ça que une grande partie de ses romans sont sous-titrés Mœurs parisiennes. C'est un observateur de la vie intellectuelle, culturelle, politique, sociale du Paris de la Troisième République. Et donc, Numa Roumestan c'est une des grandes figures d'ambitieux du roman du XIXe siècle. Donc, il monte du Midi pour se faire une belle situation à Paris. Et donc, il se lance en politique et il choisit le parti légitimiste. Et il devient ministre de l'Instruction. Donc, nous ne sommes pas sous la Troisième République. Nous sommes avant, bien sûr. Il se comporte en politique tout à fait normal. Il promet tout à tout le monde, ce qui lui permet évidemment d'obtenir les suffrages. Et ainsi, il peut asseoir son pouvoir. Il est ministre de l'Instruction. Et le roman est traversé, comme je l'ai mis à la fin, un clivage constant, le tempérament méridional, la faconde méridionale de Numa Roumestan, opposé à la retenue, pour ne pas dire à la froideur nordiste. Ça, c'est assez typique d'Alphonse Daudet. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le portrait des manœuvres de Numa Roumestan, donc vous l'avez fait à la page 8. Le grand coup préparé depuis une semaine, les marches et contre-marches, la rage folle de la gauche au moment de la défaite, son triomphe à lui, son irruption foudroyante à la tribune, jusqu'aux intonations de sa jolie réponse au maréchal, ça dépend de vous, Monsieur le Président. Donc là, nous revenons à la Troisième République. C'est MacMahon, le président, c'est le maréchal MacMahon, président de la République, en 1875.
Il notait tout, précisait tout avec une gaieté, une chaleur communicative. Ensuite, Roumestan devenait grave, énumérait les lourdes responsabilités de son poste, l'université à réformer, déjà. Toute une jeunesse à préparer pour la réalisation de grandes espérances, déjà. On voit ce que ça a donné. Le mot fut compris, salué d'un hurrah, mais il s'entourerait d'hommes éclairés, ferait appel à toutes les bonnes volontés, tous les dévouements, et l'œil ému, il les cherchait dans le cercle serré autour de lui. Paragraphe suivant. Pour les beaux-arts, je rappelle que le ministre de l'Instruction publique sous la Troisième République n'a pas en charge que l'enseignement, il a également les beaux-arts. Il est au fond ce qu'on appellerait aujourd'hui ministre de l'Éducation et ministre de la Culture. Pour les beaux-arts, il se sentait plus à l'aise, et on ne lui refuserait pas sans doute. Un murmure flatteur de rire, d'interjection l'empêcha de continuer. Il y avait là-dessus qu'une voix dans Paris, même chez les plus hostiles. Numa était l'homme indiqué. Enfin, on allait avoir un jury, des théâtres lyriques, un art officiel. Mais le ministre coupa court au dithyrambe et fit remarquer sur un ton familier, plaisant, que le nouveau cabinet se trouvait presque entièrement composé de méridionaux. Ah, le midi monte, Paris est à nous, nous tenons tout. Il faut en prendre votre parti, messieurs, pour la seconde fois, les latins ont conquis la Gaule. Il était bien, lui, un latin de la conquête, avec sa tête de médaille au large méplat sur les joues, et son teint chaud, et ses brusques allures de sans-gêne, dépaysé dans ce salon si parisien. Donc il est un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, hein, il balaye tout sur son passage, mais c'est une figure de l'énergie. Au fond, il y a un côté, un peu de bas étage, je vous le concède, de Napoléon, hein, c'est un Napoléon de la politique sous la Troisième République, hein, qui a choisi le camp légitimiste, comme il aurait choisi n'importe quel autre camp. Ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel, c'est de parvenir, c'est d'avoir un poste, de s'attirer, de créer un certain nombre de réseaux d'alliances qui ne coûtent pas grand-chose et qui peuvent assurer des promotions successives, des changements de poste, etc. Hein, nous sommes définitivement entrés, avec un roman comme Numa Roumestan, dans ce qui est devenu la politique moderne dans la France de la fin du XIXe siècle. Hein, voilà pourquoi Mœurs parisiennes est un très très bon sous-titre. Donc lisez Numa Roumestan, c'est assez réjouissant. Alors autre figure, c'est la même année, je ne l'ai pas fait exprès, un roman alors encore moins connu que Numa Roumestan, qui est Monsieur le ministre, roman parisien, de Jules Claretie. Alors Jules Claretie est un auteur un peu de la mouvance naturaliste, grand journaliste, grand critique. Et là, il vous fait un portrait de médiocre besogneux, mais qui triomphe. Et donc le personnage s'appelle Vaudrey, il est élu député après 70, et il travaille beaucoup, et ce travail finit par payer, parce qu'il est nommé ministre à l'intérieur, excusez du peu, ce qu'on appellerait aujourd'hui un des postes régaliens. Arrivé, c'était vrai pourtant. Ministre, c'était possible. Il commandait à tout ce monde d'agents et de fonctionnaires. Il faisait mouvoir toute la machinerie administrative. Lui, l'avocat de Grenoble, qui rêvait à peine, il y avait 10 ans, d'être une gloire dans le département de l'Isère. Tous ces gens qu'il apercevait dans la pénombre des boulevards illuminés, achetant des journaux au kiosque, allaient y lire son nom et le moindre de ses faits et gestes. Monsieur Vaudrey s'est installé décidément à la place Beauvau. Monsieur Vaudrey a reçu ce matin les chefs de bureau et le personnel du ministère de l'Intérieur. Monsieur Vaudrey se livre activement avec monsieur Henri Jacquet, de l'Oise, sous-secrétaire d'État à l'Intérieur, à l'étude des dossiers des préfets et des sous-préfets. Monsieur Vaudrey songe à un prochain mouvement préfectoral. Partout, en toutes ces feuilles, monsieur Vaudrey, monsieur le ministre de l'Intérieur. Lui, son nom, ses paroles, ses projets, ses actes. Arrivé. C'était cela, être arrivé. Il n'avait jamais, dans ses espoirs les plus fous, osé rêver d'une telle rapidité dans la fortune. Un rayonnement aussi complet de cette étoile qu'il cherchait parfois au fond du ciel avec des superstitions d'ambitieux. Arrivé, arrivé. C'était maintenant qu'on allait le voir à l'heure. Bon, ça va faire flop.
Alors, vous pouvez changer le nom de Vaudrey pour tel ou tel nom qui vous plaira. Je me garderai bien de vous suggérer qui que ce soit. Donc, nous avons quitté les souverains, nous avons quitté les ministres. Passons maintenant aux hommes d'église, autre figure d'autorité majeure au XIXe siècle. Alors, le premier que je vous ai choisi, c'est Claude Frollo, le Notre-Dame de Paris de 1831, figure extrêmement inquiétante. C'est lui qui est au fond le père de substitution pour Quasimodo, mais qui est en même temps une figure particulièrement noire, et que vous avez, qui est ici décrite. Il est archidiacre, il avait un renom assez formidable. Cela n'empêchait pas l'ancien d'être considéré par les doctes-têtes du chapitre comme une âme aventurée dans le vestibule de l'enfer, perdue dans les antres de la cabale, tâtonnant dans les ténèbres des sciences occultes. Le peuple ne s'y méprenait pas non plus. Chez quiconque avec un peu de sagacité, Quasimodo passait pour le démon, Claude Frollo pour le sorcier. Aussi l'archidiacre était-il, malgré l'austérité excessive de sa vie, en mauvaise odeur parmi les bonnes âmes, il n'y avait pas de nez de dévote si inexpérimenté qui ne le flairât magicien. Quel était ce feu intérieur qui éclatait parfois dans son regard, au point que son œil ressemblait à un trou percé dans la paroi d'une fournaise. Le style de Hugo est merveilleux. Ces symptômes d'une violente préoccupation morale avaient surtout acquis un haut degré d'intensité à l'époque où se passe cette histoire. Plus d'une fois, un enfant de chœur s'était enfui effrayé de le trouver seul dans l'église, bon, pas pour les raisons que vous imaginez. Bon, ça n'est pas encore évoqué en lui. Tant son regard était étrange et éclatant. Oui, figure démoniaque. Autrement dit, une inversion de ce que devrait être l'homme d'église, mais en même temps, une forme de pouvoir effrayant et séduisant en même temps, qui semble convoquer, amener avec lui toutes les puissances infernales. Claude Frollo, de ce point de vue-là, est une des figures les plus remarquables de Notre-Dame de Paris. C'est un des monstres de Notre-Dame de Paris. Monstre au sens de personnage monstrueux par l'excès, par la singularité, et également ce qu'on aime à montrer quand on s'appelle Victor Hugo. D'ailleurs, il redoublait de sévérité et n'avait jamais été plus exemplaire. Par état comme par caractère, il s'était toujours tenu éloigné des femmes. Sage précaution. Sage précaution. Il semblait les haïr plus que jamais. Le seul frémissement d'une cotardie de soie faisait tomber son capuchon sur ses yeux. Caché ce sein que je ne saurais voir. Donc voilà pour Claude Frollo. Alors, je reviens maintenant au rouge et noir, puisque nous avions tout à l'heure le roi qui était en fait un peu sous la coupe de l'évêque. Voici maintenant l'évêque. L'évêque d'Agde, dans le rouge et noir, qui va susciter une admiration considérable de la part de Julien, parce qu'il y voit, comme il est jeune, l'évêque d'Agde, il y voit la réussite de l'ambition. Et c'est pour ça qu'il va devenir séminariste, qu'il pourra envisager l'Église, pas tellement pour des raisons spirituelles, mais pour pouvoir parvenir à un poste, à une position qui serait celle d'un évêque, puisqu'il a vu le pouvoir que détient l'évêque en compagnie du roi. Et donc il rentre dans une pièce où l'évêque est en train de se préparer à la cérémonie. Nous sommes chronologiquement un peu avant la scène qu'on a vue tout à l'heure. Un jeune homme en robe violette et en surplis de dentelle, mais la tête nue, était arrêté à 3 pas de la glace. De la main droite, il donnait gravement des bénédictions du côté du miroir. Donc Julien s'interroge. Il avança et parcourut assez lentement la longueur de la salle, toujours la vue fixée vers l'unique fenêtre, et regardant ce jeune homme qui continuait à donner des bénédictions exécutées lentement mais en nombre infini, et sans se reposer un instant. À mesure qu'il approchait, il distinguait mieux son air fâché. La richesse du surplis garni de dentelle arrêta involontairement Julien à quelques pas du magnifique miroir. « Il est de mon devoir de parler, se dit-il enfin, mais la beauté de la salle l'avait ému, il était froissé d'avance des mots durs qu'on allait lui adresser. Le jeune homme le vit dans la psyché, se retourna, et quittant subitement l'air fâché, lui dit du ton le plus doux, « Eh bien, monsieur, est-elle enfin arrangée ?» Julien resta stupéfait.
Comme ce jeune homme se tournait vers lui, Julien vit la croix pectorale sur sa poitrine. C'était l'évêque d'Agde. Si jeune, pensa Julien, tout au plus 6 ou 8 ans de plus que moi. Et donc l'évêque lui explique ce qu'il attend, ce qu'on devait lui apporter. Ah, je vous demande pardon, monsieur, je vous prenais pour la personne qui doit me rapporter ma mitre. On l'a mal emballée à Paris. La toile d'argent est horriblement gâtée vers le haut. Cela fera le plus vilain effet, ajouta le jeune évêque d'un air triste. Et encore, on me fait attendre. Monseigneur, je vais chercher la mitre, si votre grandeur le permet. Et, progressivement, Julien va comprendre que ce que faisait l'évêque devant le miroir, c'était qu'il répétait. Il répétait son rôle, il répétait le geste de la bénédiction pour avoir l'apparence la plus noble, la plus digne, la plus autoritaire qui soit. Et ainsi, l'évêque va retourner devant le miroir avec la mitre. L'évêque alla fort vite au milieu de la pièce, puis se rapprochant du miroir appalant, il reprit l'air fâché et donnait gravement des bénédictions. Julien était immobile d'étonnement, il était tenté de comprendre, mais n'osait pas. L'évêque s'arrêta et le regardant avec un air qui perdait rapidement de sa gravité. « Que dites-vous de ma mitre, monsieur? Va-t-elle bien ?»« Fort bien, monseigneur. Elle n'est pas trop en arrière. Cela aurait l'air un peu niais. Mais il ne faut pas non plus la porter baissée sur les yeux comme un shako d'officier. Elle me semble aller fort bien. Le roi d'eux est accoutumé à un clergé vénérable. Je dis que le roi n'était pas nommé. Maintenant, on va vous faire croire que c'est un roi qui vient d'un autre pays. Toujours la stratégie d'évitement est ironique de la part de Stendhal. Est accoutumé à un clergé vénérable et sans doute fort grave. Je ne voudrais pas, à cause de mon âge, surtout avoir l'air trop léger. Et l'évêque se mit de nouveau à marcher en donnant des bénédictions. C'est clair, dit Julien, osant enfin comprendre. Il s'exerce à donner la bénédiction. Bon, ensuite, l'évêque va se rendre dans la salle où a eu la cérémonie. Julien était stupéfait d'admiration pour une si belle cérémonie. L'ambition réveillée par le jeune âme de l'évêque, le jeune âge, la sensibilité et la politesse exquise de ce prélat se disputaient son cœur. Cette politesse était bien autre chose que celle de M. de Rênal, même dans ses bons livres. Plus on s'élève vers le premier rang de la société, se dit Julien, plus on trouve de ces manières charmantes. Avant d'ouvrir la porte, l'évêque se mit à genoux au milieu de ces jeunes filles toutes jolies. Il y a une délégation de jeunes filles là qui l'attend. Pendant qu'il priait à haute voix, elle semblait ne pouvoir assez admirer ses belles dentelles, sa bonne grâce, sa figure si jeune et si douce. Ce spectacle fit perdre à notre héros ce qui lui restait de raison. En cet instant, il se fut battu pour l'Inquisition et de bonne foi. Et ça continue un peu, parce que vous allez avoir le discours de l'évêque, un morceau admirable dans le Rouge et Noir. Donc page 12. N'oubliez jamais, jeunes chrétiennes, que vous avez vu l'un des plus grands rois de la terre à genoux devant les serviteurs de ce Dieu tout-puissant et terrible. Ces serviteurs faibles, persécutés, assassinés sur la terre, comme vous le voyez, par la blessure encore sanglante de Saint Clément, ils triomphent au ciel. N'est-ce pas, jeunes chrétiennes? Vous vous souviendrez à jamais de ce jour, vous détesterez l'impie. À jamais vous serez fidèles à ce Dieu si grand, si terrible, mais si bon. À ces mots, l'évêque se leva avec autorité. Vous me le promettez, dit-il en avançant le bras d'un air inspiré. Nous le promettons, dirent les jeunes filles en fondant en larmes. Je reçois votre promesse au nom du Dieu terrible, ajouta l'évêque d'une voix tonnante. Et la cérémonie fut terminée. Le roi lui-même pleurait. Ce ne fut que longtemps après que Julien eut assez de sang-froid pour demander où étaient les os du saint envoyé de Rome à Philippe le Bon, duc de Bourgogne. On lui apprit qu'ils étaient cachés dans la charmante figure de cire. Voilà. Donc cette scène est tout à fait remarquable, puisque montre bien comment l'évêque est en fait la vraie figure du pouvoir dans cette scène. Ce qui explique que Julien se dit que ça serait peut-être un bon plan, dirions-nous aujourd'hui familièrement, que de tenter la prêtrise et ensuite l'ascension dans le clergé. Mais de plus, alors j'insiste beaucoup sur la formule que vous avez à plusieurs reprises, le Dieu terrible.
Hein. Alors, le Dieu terrible, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Hein, on oppose souvent le Dieu terrible de l'Ancien Testament au Dieu plus bienveillant du Nouveau Testament, mais en réalité, dans l'entreprise menée sous la Restauration de reconquête spirituelle et religieuse menée par l'Église catholique, suite à la Révolution, puis à l'Empire, même si l'Église sous l'Empire a un statut de fonction publique. Je rappelle que le Concordat institue le clergé catholique comme étant des fonctionnaires. Ils sont rémunérés par l'État. Sous la Restauration, donc on veut reconquérir les âmes, reconquérir les esprits, et on va jouer sur deux tableaux. On va jouer sur la religion d'un Dieu qui fait peur, la crainte, et en même temps sur la religion du sentiment. Et ça, c'est dans la continuité du génie du christianisme de Chateaubriand, c'est dans la continuité de toute une série de textes qui vont insister sur ce qu'on pourrait appeler un sentimentalisme religieux, une religion du cœur. Donc on va jouer sur les deux tableaux. Vous aurez d'un côté ceux qui vont prôner le retour à ce qu'on pourrait appeler un catholicisme pur et dur. Je pense au jeune Lamennais, en 1817, avec son essai sur l'indifférence en matière de religion. Je pense au texte de Bonald, mais vous avez en même temps, cet autre aspect de la religion. Au fond, on veut prendre les Français dans une tenaille religieuse entre une aile dure et une aile plus douce. Et donc là, le Dieu terrible, ça fait véritablement référence à cela. Autre figure, alors l'abbé Faujas dans La conquête de Plassans, qui n'est pas un des romans des Rougon-Macquart que l'on lit le plus souvent, qui est un grand roman politique. C'est un des grands romans politiques du 19e. Zola a écrit deux grands romans politiques. C'est Son Excellence Eugène Rougon, là c'est la politique au niveau ministériel. C'est pour ça que je ne vous ai pas mis Eugène Rougon. D'une part, j'en ai déjà parlé, et puis bon, ça faisait trop de ministres et pas assez de prélats. Donc il fallait que j'équilibre. Et l'autre roman politique, c'est celui-là. Là, c'est La conquête de Plassans, qu'il faudrait d'ailleurs intituler La reconquête de Plassans. C'est le récit de manœuvres électorales menées de manière extrêmement habile par un abbé qui est envoyé sur place pour reprendre le siège au parti légitimiste sous le Second Empire pour le donner à un bonapartiste. Et donc l'abbé Faujas va mener une intrigue absolument remarquable d'efficacité et d'intelligence, et il écarte des candidats qui s'étaient manifestés ou qui étaient mis en avant par la population locale parce qu'il les trouve médiocres, parce qu'il les trouve peu séduisants pour l'électorat. Donc il cherche le candidat idéal. Celui qui aujourd'hui serait le candidat plébiscité par les sondages, si vous voulez. Donc il cherche quelqu'un qui va rassembler les suffrages. Et il va le trouver. Dès le lendemain de mon arrivée à Plassans, j'ai cherché un homme. Donc c'est pas Diogène, là c'est l'abbé qui cherche un homme. Et je n'ai trouvé que celui-là. Il est souple, très capable, très actif. Il a su ne se fâcher avec personne jusqu'ici, ce qui n'est pas d'un ambitieux vulgaire. Je n'ignore pas que vous n'êtes guère de ses amis. C'est même pour cela que je ne vous ai point mise dans la confidence. Mais vous avez tort. Vous verrez le chemin que le personnage fera dès qu'il aura le pied à l'étrier. Il mourra dans l'habit d'un sénateur. Ce qui m'a décidé enfin, ce sont les histoires qu'on m'a contées de sa fortune. Il aurait repris 3 fois sa femme, trouvée en flagrant délit, après s'être fait donner 100 000 francs chaque fois par son bonhomme de beau-père. S'il a réellement battu monnaie de cette façon, c'est un gaillard qui sera très utile à Paris pour certaines besognes. Oh, vous pouvez chercher. Si vous le mettez à part, il n'y a plus que des imbéciles à Plassans. Donc, personnage consensuel parce qu'il s'est fâché avec personne, mais suffisamment habile pour se faire payer à chaque fois qu'il reprend sa femme adultère. Vraiment, il coche toutes les cases. Et donc l'abbé Faujas va le promouvoir, il va vaincre toutes les réticences des partisans des autres candidats, et naturellement, le soir de l'élection, c'est un triomphe. Donc c'est ce que vous avez, page 13. Au fond des sacristies, au fond des confessionnaux, le nom de M. Delangre, donc c'est le nom de ce personnage, du candidat, était balbutié.
Il roulait dans l'écho des nefs, tombé des chairs de la banlieue, s'administrait d'oreille à oreille comme un sacrement, s'élargissait jusqu'au fond des dernières maisons dévotes. Les prêtres le portaient entre les plis de leur soutane. Un peu plus bas, au jour du scrutin, la majorité fut écrasante, toute la ville était complice. L'affaire fut menée si rondement, le succès emporté avec une telle gaillardise, que Plassans demeura tout surpris le soir de l'élection d'avoir eu une volonté si unanime. La ville crut qu'elle venait de faire un rêve héroïque, qu'une main puissante avait dû frapper le sol pour en tirer ses 33 000 électeurs, cette armée légèrement effrayante dont personne jusque-là n'avait soupçonné la force. Les politiques du cercle du commerce se regardaient d'un air perplexe en hommes que la victoire confond. L'abbé Faujas, au milieu de cette joie triomphante, restait grave. Il avait la victoire rude, parce qu'évidemment, il méprise souverainement tout ce monde-là. Mais mission accomplie. Il a réussi ce qu'on lui avait demandé de faire. L'élection n'est pas vraiment truquée, elle est légèrement manipulée. Passons maintenant à la figure d'autorité professorale. Bon, je n'ai pas mis ça pour des raisons personnelles, mais c'est parce que le professeur est effectivement au XIXe siècle une figure importante, pas aussi majeure que le souverain, que le ministre ou que l'homme d'église, mais une figure assez intéressante. Et la figure de professeur qui a la plus grande autorité, celui qui exerce une influence fondamentale sur ses élèves, c'est le professeur des Déracinés de Maurice Barrès. C'est pour ça que je vous ai mis un passage assez long, parce que c'est une véritable apologie barésienne du rôle du professeur pour, en quelque sorte, forger les âmes et les esprits. Donc je vous rappelle l'intrigue des Déracinés, ça commence à Nancy, et le professeur qui s'appelle Paul Bouteiller, qui est professeur de philosophie, il sort de Normal, il est admirateur de Kant, il fait partie du parti radical, donc c'est un républicain bon teint, va fasciner ses élèves, et il aura un poste à Paris un peu plus tard, et il fera venir à Paris plusieurs de ses élèves, et il va les conduire au tombeau de Napoléon. Donc c'est un roman que j'avais cité lorsque j'avais évoqué le mythe napoléonien, c'est la visite aux Invalides, c'est en quelque sorte le culte rendu à Napoléon devant son tombeau, et où Napoléon est présenté par Paul Barrès comme étant un professeur d'énergie, autrement dit celui qui a en quelque sorte insufflé à la France du début du XIXe siècle l'énergie conquérante qu'il faudrait retrouver aujourd'hui. En octobre 1979, à la rentrée, la classe de philosophie du lycée de Nancy fut violemment émue. Le professeur, M. Paul Bouteiller, était nouveau, et son aspect, le son de sa voix, ses paroles dépassaient ce que chacun de ses enfants avait imaginé jamais de plus noble et de plus impérieux. Il y a des jeunes gens qui jusqu'alors remâchaient des rudiments quelconques. On venait de donner le plus vigoureux des stimulants, des idées de leur époque. Non pas des idées qui étaient belles, neuves et éloquentes dans des collèges avant la Révolution, mais ces mêmes idées qui circulent dans notre société, dans nos coteries, dans la rue, et qui font des héros, des fous, des criminels parmi nos contemporains. Un peu plus bas, il avait ce teint d'un seul ton, cette face décolorée fréquente chez les personnes qui vivent enfermées. Souvent, ses yeux étaient fatigués et légèrement rougis par un travail tard prolongé. La méditation et les soins intellectuels mettaient de la gravité sur la physionomie. Son regard n'était jamais distrait ni vague, mais le plus souvent baissé. Sinon, il regardait en face, et de telle façon qu'il n'eut jamais besoin de punir. Il avait du prestige et sut faire appel au sentiment de l'honneur. Il parla, il leur dit sa haute notion de sa responsabilité, étant venu pour faire des hommes et des citoyens. Et si on passe à la page suivante, je vous ai mis un texte long que vous lirez à loisir, mais vous voyez ici ce portrait. Je vais directement au milieu de la page. Monsieur Bouteiller tint l'emploi d'un jeune dieu de l'intelligence. De leurs ardeurs inutilisées,
il reçut un prodigieux éclat. Ce jeune homme au teint mat, qui avait quelque chose d'un peu théâtral, ou tout au moins de volontaire dans sa gravité constante et dans son port de tête, fut confusément l'initiateur de ces gauches adolescents. La jeunesse est singe. On cessa de se parfumer au lycée de Nancy parce que Paul Bouteiller, qui n'avait pas le goût petit, séduisait naturellement. Il l'associe à toutes les notions qui s'étaient amassées du sublime moderne. Dans un âge où les lycéens du Premier Empire entendaient le canon de Marengo et parfois le coupé de l'homme, avec un H majuscule, traversant en hâte leur ville, ces enfants grandis depuis la guerre n'avaient d'autre idée générale de qualité émouvante que la France vaincue et la lutte de la République contre les partis dynastiques. D'instinct, ils symbolisaient et glorifiaient la persistance de la patrie dans le nom national et républicain de Victor Hugo. 15 jours environ après la rentrée, M. Bouteiller leur apporta la seconde série de la légende des siècles. Il lut l'hymne à la terre, où l'on jette un magnifique regard sur le fleuve étendu, sur le Gange, que fut au terme de sa course le vieux maître, et le commentant avec cette belle voix grave, pure d'accent provincial, et dont l'autorité leur semblait religieuse, il ouvrit à ces êtres encore intacts les grands secrets de la mélancolie poétique. Quelle matière sublime qu'un troupeau de jeunes mâles reclus, confiants et avides, par ses actes, même indifférents, M. Bouteiller les modelait. Donc la figure admirable, associée à Victor Hugo, ce qui n'est pas rien, hein, et qui, que vous pourrez parfaitement mettre en parallèle avec ce que dira Péguy un peu plus tard sur les instituteurs de la Troisième République, les hussards noirs de la République. Autre métaphore napoléonienne. Hein. Péguy dit ça dans un texte admirable que je ne saurais trop vous recommander, même si le titre ne semble pas être en rapport avec ce qu'il dit de la mission de ce que doit être l'éducation, qui s'intitule L'argent. Lisez L'argent, c'est court, c'est disponible en ligne, sur Internet, lisez ça, et c'est là que vous avez l'apologie par Péguy de la mission de l'enseignant. Alors, face à ce modèle de professeur, alors on va en prendre un, évidemment, qui a une mauvaise influence, et c'est dans le roman de Paul Bourget, Le Disciple, de 89, et c'est donc, c'est la visite d'un philosophe, Adrien Six, qui reçoit la visite d'un jeune homme, Robert Gréloux, qui lui a soumis un manuscrit. Gréloux part en Auvergne, il devient précepteur, et 2 ans plus tard, la fille du marquis meurt empoisonnée, il est accusé de meurtre, et Paul Six est convoqué chez le juge, qui se demande dans quelle mesure l'influence du philosophe a pu détruire le sens moral de son disciple. Donc c'est un roman à la fois d'analyse, d'éducation, mais aussi un roman à thèse, dont Bourget va dénoncer la responsabilité du maître à penser, et il s'en prend à la science moderne qui s'est substituée à la religion sans fournir de morale. Donc là, on est vraiment aux antipodes du professeur barésien. Et donc, dans le discours de Gréloux à Adrien Six est tout à fait éloquent. Vous verrez comment je pus tirer de vos ouvrages une éthique complète, raisonnée, et qui coordonna d'une manière merveilleuse les éléments épars en moi. C'est la rigueur mathématique de votre livre, à vous, mon cher maître, qui s'empara de ma pensée. Vous me démontriez à la fois, avec une dialectique irrésistible, que toute l'hypothèse sur la cause première est un non-sens, l'idée même de cette cause première une absurdité, et que néanmoins ce non-sens et cette absurdité sont aussi nécessaires à notre esprit que l'illusion à nos yeux d'un soleil en train de tourner autour de la Terre, quoique nous sachions que ce soleil est immobile et cette Terre en mouvement. La puissante ingéniosité de ce raisonnement ravit mon intelligence qui, s'abandonnant docilement à votre conduite, on arriva enfin à une vision du monde lucide et justifié. J'aperçus l'univers tel qu'il est, épandant sans commencement et sans but le flot inépuisable de ces phénomènes. Le soin que vous avez eu d'appuyer toutes vos argumentations sur des faits empruntés à la science correspondait trop bien aux lointains enseignements de mon père pour ne pas me séduire par cela aussi, par ce charme d'une ancienne habitude d'esprit pratiquée à nouveau après des années. Je lisais et relisais vos pages, les résumant, les commentant, et m'appliquant avec l'ardeur d'un néophyte à m'en assimiler tout le suc. Vous continuerez, c'est le même acabit après. Autrement dit, que lui a appris ce philosophe,
que Dieu n'existait pas. Que le monde était tout simplement, comme a dit quelqu'un beaucoup plus tard, le fruit du hasard et de la nécessité, hein, qu'il n'y a pas de cause première. Et donc c'est exactement ça que Paul Bourget, dans ce roman Athènes, va dénoncer. Substituer la science à la foi, pourquoi pas? Mais il faut qu'il y ait une morale qui se substitue, qui prenne le relais d'une morale influencée par la religion. Et pour Paul Bourget, le drame du monde moderne, c'est justement cette amoralité due au scientisme. Et donc, ici, Robert Gresloup a été en quelque sorte, comment dire, à la fois converti et perverti par les écrits du philosophe. Donc voilà pour deux figures de professeurs, il y en avait d'autres bien entendu. Vous avez vu que je vous ai fait quand même un gros dossier, donc il fallait que je réduise mes ardeurs. Je ne pouvais pas ne pas mentionner une figure de surhomme. Alors évidemment, il y en avait une qui s'imposait, c'était Monte Cristo. Mais restons chez Dumas et prenons Joseph Balsamo. On lit moins Joseph Balsamo que le comte de Monte Cristo. Et donc Joseph Balsamo, c'est une figure absolument étonnante, puisque c'est celui qui affirme avoir vécu depuis des millénaires, celui qui affirme qu'il a traversé tous les siècles, celui qui a accumulé tous les savoirs, et celui qui s'est donné comme mission de changer le monde en fomentant ou en favorisant les révolutions, et tout particulièrement la Révolution française. Donc on est ici dans la mouvance de la grande théorie complotiste des origines de la Révolution, notamment par la secte des Illuminés, qui a existé, hein, les Illuminati, ça a existé. Les Illuminés de Bavière, c'est effectivement une secte en partie maçonnique, en partie ésotérique, occultiste, qui développait des idées que vous retrouvez dans la bouche de Joseph Balsamo. Vous avez un contre-révolutionnaire qui s'appelait l'abbé Baruel, qui a écrit tout un ouvrage pour démontrer que les origines du jacobinisme étaient à chercher du côté des Illuminés de Bavière. C'est le premier grand texte contre-révolutionnaire adepte de la théorie complotiste. Donc, Alexandre Dumas invente cette figure, enfin il l'invente non, parce que c'est Joseph Balsamo, c'est Cagliostro. C'est le même. Et vous avez ici un discours de Cagliostro, Balsamo, devant la Société des Illuminés. Je sais où je vais, mais j'ignore d'où je viens. Tout ce que je me rappelle, c'est que le jour où les yeux de mon âme s'ouvrirent à la perception des objets extérieurs, je me trouvais dans Médine, la ville sainte, courant à travers les jardins du Mufti Salayam. Donc, à l'époque, les origines de l'islam. Lorsque j'atteignis ma 15e année, j'étais déjà initié aux principaux mystères de la nature. Je savais la botanique, non pas cette science étroite que chaque savant circonscrit à l'étude du coin du monde qu'il habite, mais je connaissais les 60 000 familles de plantes qui végètent par tout l'univers. Je m'étais en outre adonné aux langues mortes et vivantes. Je connaissais tous les idiomes qui se parlent depuis le détroit des Dardanelles jusqu'au détroit de Magellan. J'avais étudié la médecine non seulement dans Hippocrate, dans Galien, dans Averroès, mais aussi avec ce grand maître qu'on appelle la nature, donc, etc., etc. Donc, omniscience qui va permettre l'omnipotence, modèle absolu du surhomme. Allons au milieu de la page 18, le texte en gras. Comme Pythagore, qui se souvenait d'avoir été au siège de Troie, je me souvins des 32 existences que j'avais déjà vécues. Je vis passer sous mes yeux les siècles, comme une série de grands vieillards. Je me reconnus sous les différents noms que j'avais portés depuis le jour de ma première naissance jusqu'à celui de ma dernière mort, car vous le savez, mes frères, et c'est un des points les plus positifs de notre croyance, les âmes, ces innombrables émanations de la divinité, qui à chacun de ces souffles s'échappent de la poitrine de Dieu. Les âmes remplissent l'air, elles se distribuent en une nombreuse hiérarchie
depuis les âmes sublimes jusqu'aux âmes inférieures, où l'homme, qui à l'heure de sa naissance aspire, au hasard peut-être, une de ses âmes préexistantes, la rend à l'heure de son trépas à une carrière nouvelle et à de successives transformations. Bon, c'est la théorie de la métempsychose, qui circule dans toutes les doctrines occultistes et ésotériques de la seconde moitié du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Là, Alexandre Dumas se livre à une sorte, si vous voulez, de... c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais de pot pourri de toutes ces idées qui circulent et qu'on trouve dans des tas d'ouvrages au début du XIXe siècle. Quand je me réveillai, je sentis que j'étais plus qu'un homme. Je compris que j'étais presque un dieu. Alors, je résolus de vouer non seulement mon existence actuelle, mais encore toutes les existences qui me restent à vivre au bonheur de l'humanité. Et donc Joseph Balsamo va être à l'origine de la Révolution française. Donc voilà le surhomme, je dirais, pratiquement à l'état pur. Passons maintenant aux figures d'autorité dans la famille. Le père, la mère et le mari. Alors, le premier texte est un texte capital pour comprendre non seulement Balzac, mais pour comprendre ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire ce qu'il en est de la crise de l'autorité au XIXe siècle. Et c'est le discours du duc de Chaulieu, qui tient à sa fille, Louise de Chaulieu, dans les Mémoires de deux jeunes mariés, qui est un texte absolument essentiel pour comprendre les théories balzaciennes de la famille et du mariage, et qui, contrairement à ce que espéraient parfois mes étudiants, n'est pas du tout un texte salace sur les nuits de noces. Parce que si on le lit pour ça, on est extrêmement déçu. Voilà, c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller. Et donc, le duc de Chaulieu prononce un discours qui est très exactement ce que pense Balzac. Là, vraiment, on peut, si j'ose dire, associer la pensée balzacienne au discours du personnage. Sais-tu, mon enfant, quels sont les effets les plus destructifs de la Révolution? Tu ne t'en douterais jamais. Et ça, c'est la phrase capitale qu'il faut que vous inscriviez en lettres d'or sur le mur de votre chambre. En coupant la tête à Louis XVI, la Révolution a coupé la tête à tous les pères de famille. Il n'y a plus de famille aujourd'hui. Il n'y a plus que des individus. En voulant devenir une nation, les Français ont renoncé à être un empire. En proclamant l'égalité des droits à la succession paternelle, ils ont tué l'esprit de famille, ils ont créé le fisc. Mais ils ont préparé la faiblesse des supériorités et la force aveugle de la masse, l'extinction des arts, le règne de l'intérêt personnel et frayer les chemins à la conquête. Nous sommes entre deux systèmes, ou constituer l'État par la famille, ou le constituer par l'intérêt personnel. La démocratie ou l'aristocratie, la discussion ou l'obéissance, le catholicisme ou l'indifférence religieuse. Voilà la question en peu de mots. J'appartiens au petit nombre de ceux qui veulent résister à ce qu'on nomme le peuple dans son intérêt bien compris. Il ne s'agit plus ni de droits féodaux, comme on le dit au niais, ni de gentilhommerie. Il s'agit de l'État, il s'agit de la vie de la France. Tout pays qui ne prend pas sa part dans le pouvoir paternel est sans existence assurée. Là commence l'échelle des responsabilités et la subordination qui monte jusqu'au roi. Le roi, c'est nous tous. Mourir pour le roi, c'est mourir pour soi-même, pour sa famille, qui ne meurt pas plus que ne meurt le royaume. J'arrête là, et vous voyez que le texte est tout à fait fondamental, parce que ça vous explique le statut de la famille dans la comédie humaine. Et ce discours est très exactement le discours tenu par les théoriciens contre-révolutionnaires au début du XIXe siècle, en disant que parmi les effets les plus catastrophiques de la Révolution française, c'est l'atomisation du corps social en individu et la destruction de la famille, et par conséquent, la destruction de la notion d'autorité elle-même. Donc là, vous avez... ce texte-là dit tout. Alors, quoi de plus net comme déclaration de la crise de la paternité, de la figure du père, et d'ailleurs dans toute la comédie humaine, vous avez soit des pères absents,
soit des pères indifférents, soit des pères faibles, soit des pères criminels, soit des pères abusifs. Vous n'avez que très rarement une figure de père qui exerce véritablement la fonction paternelle, dans tout le sens du terme. Prenez les 90 romans de la comédie humaine et à chaque fois que vous avez une figure de père, vous verrez qu'il y a un défaut d'autorité, ou défaut de modération, ou excès de quelque nature que ce soit. Je prends l'exemple du père Goriot. Le père Goriot aime trop ses filles, et il en meurt. Donc, après ce père de famille en danger, une figure de père terrible, c'est dans le Matteo Falcone de Prosper Mérimée, Mœurs de Corse, où le père va tuer son enfant parce que son enfant a, non pas vraiment volontairement, mais a dénoncé quelqu'un à la police ou à ceux qui le cherchaient. Et donc le seul châtiment pour, en quelque sorte, sauver l'honneur de la famille, c'est que le père va tuer lui-même son enfant. Je ne vous lis pas tout le texte, vous le lirez vous-même, mais c'est un texte d'une admirable sécheresse dans l'expression. C'est écrit à la pointe sèche, véritablement, comme écrit souvent Mérimée. Et puis alors là, une figure à laquelle on ne peut pas échapper. Bon, là c'était le père terrible, maintenant on passe à la mère horrible. C'est dans Poil de carotte. Poil de carotte qui est vraiment un des romans dans lequel la figure de l'enfant martyr est véritablement magnifiée par le texte. Et donc, qu'a fait le pauvre petit enfant? Eh bien, il a fait dans son lit. Bien. Et donc, que va faire la mère? Là, vous voyez, page 24, page 22. On lui apporte sa soupe au lit, une soupe soignée où Madame Lepic, avec une palette de bois, on a délayé un peu. Imaginez de quoi? Tout simplement, elle a pris des excréments de son fils et elle les mélange à la soupe. Comme je vous avais dit, une mère horrible. Madame Lepic, petite cuillerée par petite cuillerée, donne la béquée à son enfant. Du coin de l'œil, elle semble dire à son grand frère Félix et à sa sœur Ernestine, « Attention, préparez-vous. »« Oui, maman. » Par avance, il s'amuse des grimaces futures. On aurait dû inviter quelques voisins. Enfin, Madame Lepic, avec un dernier regard aux aînés, comme pour leur demander « Y êtes-vous ?» lève lentement la dernière cuillerée, l'enfonce jusqu'à la gorge, dans la bouche grande ouverte de Poil de carotte, le bourre, le gave, et lui dit à la fois goguenarde et dégoûtée, « Ah, ma petite salissure, tu en as mangé, et de la tienne encore, de celle d'hier. » Je m'en doutais, répond simplement Poil de carotte, sans faire la figure espérée. Il s'y habitue. Et quand on s'habitue à une chose, elle finit par n'être plus drôle du tout. Ça, c'est absolument terrible. Je ne connais pas, dans toute la littérature du XIXe siècle, de mères aussi abominables. Il y a des mères qui tuent leurs enfants, oui, il y en a. Mais ça, là, c'est vraiment, on est arrivé à l'extrême. Le mari tyrannique. Bon, figure totalement imaginaire, ça n'existe pas, le mari tyrannique. Il y a simplement des femmes qui croient que leur mari est tyrannique. Mais c'est tout. Donc, George Sand, Indiana, 1832, où là, évidemment, donc, Indiana, l'héroïne, est mariée à un mari qui est à la fois autoritaire et colérique, le colonel Delmar, plus âgé qu'elle, bien entendu, et elle se morfond, on peut la comprendre. Elle mène une vie terne, jusqu'au jour où elle va rencontrer quelqu'un et se laisser séduire, mais malheureusement, elle se laisse séduire par un séducteur invétéré, et donc il ne se produira pas grand-chose de positif pour elle, et elle finit par retourner à l'île Bourbon, c'est la Réunion, où, avec son ami Ralph, ils vont finir ensemble retirés du monde. Et je voulais une des scènes emblématiques de la relation conjugale dans Indiana. Ce personnage, beaucoup plus âgé que les deux autres, était le maître de la maison, le colonel Delmar, vieille bravoure en demi-solde, homme jadis beau, maintenant épais, au front chauve, à la moustache grise,
à l'œil terrible, excellent maître devant qui tout tremblait, femmes, serviteurs, chevaux et chiens. Et ce mari tient en laisse, hein, littéralement, une femme, page 23, de 19 ans, et si vous l'eussiez vu enfoncer sous le manteau de cette vaste cheminée de marbre blanc, incrustée de cuivre doré, si vous l'eussiez vue toute fluette, toute pâle, toute triste, le coude appuyé sur son genou, elle, toute jeune, au milieu de ce vieux ménage, à côté de ce vieux mari, semblable à une fleur née d'hier qu'on fait éclore dans un vase gothique, vous eussiez plaint la femme du colonel Delmar. Et peut-être le colonel, plus encore que sa femme. Alors un peu plus loin dans la scène que je vous laisse lire, il va vouloir tuer le chien de sa femme, laquelle va évidemment non pas se rebeller, mais implorer pour que le mari ne tue pas son chien. Et vous allez avoir tout un dialogue qui est tout à fait terrible pour la mise en scène de cette relation. Je passe tout de suite à la fin du passage, donc à la page 24. Et nous en aurons terminé avec les extraits. Ça va. J'avais peur de déborder, mais non, ça va. Ça va encore un peu. Et c'est le mot de la fin. Je tuerai comme un chien, répondit Delmar, irrité de cette objection, tout homme que je trouverai la nuit à rôder dans mon enclos. Si vous connaissiez la loi, madame, vous sauriez qu'elle m'y autorise. C'est une affreuse loi, reprit Indiana avec feu, puis réprimant aussitôt ce mouvement. Mais vos rhumatismes, ajouta-t-elle d'un ton plus bas, vous oubliez qu'il pleut et que vous souffrirez demain si vous sortez ce soir. Vous avez bien peur d'être obligé de soigner le vieux mari, répondit Delmar en poussant la porte brusquement, et il sortit en continuant de murmurer contre son âge et contre sa femme. Donc vous avez là l'un des cas de romans du XIXe siècle, où vous avez ce qu'on appellerait aujourd'hui un couple dysfonctionnel, mais je dirais 99 fois sur 100, le roman va faire du mari la figure tyrannique. Mais ça s'explique très très bien en fonction de ce que je vous ai dit. Les figures d'autorité sont très souvent, pas toujours, mais vraiment très très souvent, des figures qui vont être investies soit d'une puissance insuffisante, soit d'une puissance excessive. Comme si, au fond, du point de vue de beaucoup de romanciers, un équilibre avait été perdu. Comme si, que ce soit au niveau domestique ou au niveau de l'État, comme s'il y avait des oscillations permanentes, comme si tout vacillait sur sa base. Et tout cela, c'est le fait de la Révolution. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. La Révolution n'a pas été qu'un changement politique, qu'un bouleversement politique. Elle a été un bouleversement dans les mœurs et dans les rapports entre les individus. Et parmi ces rapports entre les individus, les rapports entre les hommes et les femmes. Tout le roman du XIXe siècle est imprégné de cela. Parce que ça repose sur une inégalité de l'homme et de la femme qui est institutionnalisée par le Code civil depuis 1804. Depuis Napoléon. Depuis Napoléon, oui. Je ne te le fais pas dire. Donc, vous voyez, c'est la crise de l'autorité, elle est liée à ce sentiment qu'ont nombre d'écrivains du XIXe siècle que non seulement tout a changé, mais qu'une grande partie de ces changements sont à la fois gros de troubles, de dysfonctionnements, et qu'ils obèrent l'avenir. Et le roman du XIXe siècle écrit cela d'une manière constante, avec des diversités de situations, des diversités d'intrigues, des diversités de personnages tout à fait étonnantes, mais sans vouloir simplifier les choses, on voit qu'on peut ramener, si vous voulez, les thématiques romanesques à un certain nombre de grandes questions qui se posent, et qui se posent depuis
la Révolution, ou plus exactement, depuis la conscience de ce que la Révolution a effectivement produit dans tous les domaines. Je vous remercie de votre attention. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je peux éventuellement essayer d'y répondre. Non. Alors, s'il y en a... Ah, madame. À la conférence de jeudi, j'ai cru comprendre que la Révolution non plus n'avait pas apporté grand-chose aux femmes, bien au contraire. Donc en fait, c'est une continuité. Oui, bien entendu. Bah oui, le code civil, enfin, qui s'appelle d'abord le Code Napoléon, c'est le Code civil, c'est le Code civil des Français, hein, c'est le titre complet. Le Code civil institutionnalise ce que la Révolution avait parfaitement, je dirais, opéré, c'est-à-dire l'exclusion quasi totale des femmes de la sphère politique. Hein, la femme doit être cantonnée dans l'espace domestique. Hein, le territoire du féminin, il y a deux territoires du féminin. C'est le territoire du cœur et du sentiment, et c'est le territoire de l'espace domestique. Sortir de cet espace-là, c'est transgresser, c'est empiéter sur le domaine des hommes. Je vous donne une petite citation emblématique. Madame de Staël a écrit un des ouvrages les plus intelligents qui soient et les plus profonds sur la Révolution française. Elle meurt en 1817 et cet ouvrage est publié en 1818. Il s'intitule « Considérations sur la Révolution française ». Et parmi les critiques qui ont été faites, hein, les recensions qui ont été faites, il y en a une, bon, quelqu'un que je connais bien parce que j'ai beaucoup travaillé, qui est Louis de Bonalbe. Et Bonalbe dit cette chose suivante dans un texte qui s'intitule « Observation sur l'ouvrage de Madame la baronne de Staël, intitulé « Les considérations sur la Révolution française ». Madame de Staël aurait dû, enfin je cite pas exactement, mais l'esprit est là. Madame de Staël aurait dû se limiter à l'écriture de romans parce qu'elle n'entend rien à l'histoire. Parce que c'est une femme. L'écriture de romans, ça va. C'est de la littérature de divertissement. Mais dès qu'on touche aux choses sérieuses, l'histoire, la philosophie, etc., c'est un domaine réservé. Hein, et la Révolution estime qu'en politique, les femmes doivent se mettre tout simplement au diapason des révolutionnaires, ne pas prendre d'initiative particulière, donner naissance et élever de bons citoyens républicains. C'est ça qu'on leur demande. On leur demande d'être des épouses fidèles, républicaines et des mères républicaines. En dehors de cela, non. Hein, c'est pas comme en Allemagne, hein, la cuisine, l'église et les enfants, hein, Küche, Kinder, et quel est le troisième mot Kirche, voilà. C'est pas ça, mais vous enlevez Église et vous substituez République française, vous avez la même chose. Hein, la cuisine des enfants de la République. Je simplifie, hein, je souligne le trait, mais le Code civil, c'est ça. Le Code civil, je le rappelle, il a deux grandes divisions. Tout ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne la propriété. Et au sein de la famille, ce qui régit le mariage et le rapport entre l'époux et l'épouse dans le mariage, et ce qui régit les rapports entre les parents et les enfants, et les parents, c'est surtout le père. Hein, voilà, c'est très clair. C'est la Révolution mise en articles qui vont faire loi pendant très très longtemps. Pour me résumer, et pour encore grossir le trait, la Révolution a été misogyne. Napoléon est-il fidèle à la Révolution? Sur ce plan-là, oui. Sur ce plan-là, oui. Voir ce que dit le Code civil pour la il n'aime pas trop les femmes qui pensent. Hein, il leur attribue d'autres fonctions. Voilà, d'autres questions? Il faudrait voir dans ce que dit le Code civil sur l'adultère. Hein. Bah oui, bien sûr, bah oui. Puisque l'adultère féminin, c'est n'importe où, l'adultère masculin, c'est exclusivement dans le conjugal. Oui, c'est ça. L'homme qui commet un adultère ne peut être poursuivi que s'il commet l'adultère sous le toit conjugal. Dans le lit Cas de conjugal. figure pas si fréquente. Madame, allez-y. Je voulais savoir les mères supérieures dans les couvents, quel pouvoir aussi.
Ah bah oui, bah elles ont l'équivalent du pouvoir de l'abbé dans les abbayes, bien entendu. Je ne vous ai pas mis de figures de religieuses, il y en a pas mal, mais parce que le plus souvent, les religieuses dans le roman du 19e sont des religieuses malheureuses ou dévergondées. Parfois les deux en même temps d'ailleurs, hein. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Marie-V. Je voulais juste te demander, parce que ça m'a frappé l'œil mort, la description de Napoléon III, là, avec Oui. l'œil mort, parce qu'il y a Oui. un poème de Rimbaud de 1870 qui reprend exactement ce terme. Et Ce thème-là, oui. je me demandais si tu savais que Ben oui, c'était non, un- parce que ça fait partie, ça rentre, si tu veux, dans un schéma grand récurrent. ensemble de textes pamphlétaires et de caricatures de Napoléon III qui le représentent comme un personnage vieilli, voûté, l'œil mort, terne, etc. Ça fait partie, je dirais, des poncifs de toute la littérature ou de toute l'iconographie anti-napoléonienne. Ouais, merci. D'autres, oui. J'ai l'impression que la Révolution n'a fait que institutionnaliser cette position de la femme. Oui. Mais elle était à peu près identique. Alors, assez différente cependant. Hein, souviens-toi, Varesquiel l'a bien dit avant-hier, les femmes n'ont peut-être pas le pouvoir, y compris à la cour, mais ce sont, on dirait aujourd'hui, de remarquables influenceuses. Hein, parce que les femmes, par les salons, par la société aristocratique, elles font et défont l'opinion. C'est ça, leur pouvoir. La Révolution leur interdit même cela. Tu vois, hein. Alors certes, on ne parle ici que des femmes de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie. Entendons-nous, ça ne concerne pas les paysannes. Mais il y avait des tentatives, peut-être maladroites, des femmes savantes, par exemple. Oui. Mais Molière, finalement, il est ridicule. Oui, il est ridicule. Alors, il ne les ridiculise pas parce que ce sont des femmes, il les ridiculise parce que il voit il dénonce les excès. C'est le cas dans les précieuses ridicules. Qu'est-ce qu'il dénonce dans la préciosité? C'est pas la préciosité elle-même, c'est les affaîtries du langage. Hein, le fameux « voiturez-moi les commodités de la conversation hein. ». Mais pour revenir très rapidement sur la préciosité est un moment d'un vrai pouvoir culturel féminin. Hein, puisque ce sont les salons des précieuses qui vont dicter le bon ton en matière de littérature sous le règne au début du règne de Louis XIII. Hein. Les grandes précieuses jouent un rôle éminent dans ce qu'on pourrait appeler une forme d'épuration de la littérature, de renouvellement de ses thématiques, etc. C'est équivalent à ce que font ce qu'on a dit à propos de la Dubarry, hein, l'influence sur la mode, sur la décoration, sur l'art en général. Hein. Ça, c'est un domaine féminin tout à fait privilégié. Certes, ce n'est pas un pouvoir politique. À tel point d'ailleurs que lorsque on veut s'en prendre à une favorite du roi, on lui reprochera toujours d'avoir une emprise sur le roi et par conséquent d'orienter sa politique. Le reste, bon, puisque le système des favorites est parfaitement institutionnalisé dans la monarchie française, hein, tant que la favorite joue son rôle de favorite sans empiéter sur la politique, il n'y a pas de problème. C'est lorsque elles empiètent sur la politique. C'est déjà le cantonnement ou le confinement des femmes hors du cercle politique que la Révolution va véritablement institutionnaliser. Si j'ai répondu à peu près à ta question. Oui? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le texte de Balzac sur la mémoire des jeunes mariés, oui, que tu nous as présenté comme un texte capital, oui, avec une crise morale, oui, des contre-révolutionnaires? Comment se fait-il que les contre-révolutionnaires ont vu dans la Révolution quelque chose qu'il n'y a pas, apparemment? Ah si. C'est-à-dire que pour les contre-révolutionnaires, la Révolution a détruit la famille. C'est ça le paradoxe. Mais c'est par le biais du partage égalitaire de l'héritage entre les enfants. Pour les contre-révolutionnaires, c'est la destruction de la propriété. Pour eux, ils sont partisans de la transmission héréditaire
à l'aîné des propriétés de la famille et d'une répartition entre les enfants de différentes fonctions sociales. L'aîné reprendra les terres du père, un autre entrera dans l'armée, un troisième entrera dans l'église, dans le clergé, etc., etc. Et c'est ça qui assure, aux yeux des contre-révolutionnaires, une forme de mobilité et de souplesse dans le fonctionnement de la société. Dès lors qu'il y a, selon eux, et Balzac partageait tout à fait cette idée, dès lors qu'il y a partage égalitaire des domaines, des propriétés, il y a fractionnement de la propriété, et en particulier des grandes propriétés rurales, et ce fractionnement fait qu'il ne sera plus possible d'avoir une grande agriculture qui entrera dans un processus de développement économique. La petite propriété tue le développement, selon Balzac et selon les contre-révolutionnaires. Donc tu vois, il y a contradiction apparente, mais en réalité non, parce qu'eux, ils prennent la famille selon un autre biais, qui est celui-là. Et Balzac a écrit un roman là-dessus qui s'appelle Les Paysans, justement, qui restait inachevé, mais bon, il est quand même très largement écrit, c'est 1844, mais il n'arrivera pas, le manuscrit de 44, il n'arrivera pas à le terminer. Et dans Les Paysans, il montre ce que sont à ses yeux, les ravages du morcellement de la propriété agricole. Avec tout ce que ça implique de ressentiment, de jalousie, de combat pour agrandir les petites propriétés, etc., de coups fourrés et autres. Autrement dit, comme si le partage égalitaire entraînait la société sur la voie de la foire d'empoigne pour agrandir les propriétés, pour les rendre plus rentables. Oui, alors justement, oui. Le 19e siècle a trouvé la solution qui ne s'est appliquée qu'à l'industrie, créer des sociétés familiales. Oui, des sociétés familiales qui évitent la division, tout à fait. Ce qui ne s'est pas produit dans l'agriculture. Et il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, vous avez encore largement les 3/4 de la population en France qui sont une population rurale et agricole. On a tendance à oublier ça parce qu'il n'y a pratiquement plus d'agriculteurs aujourd'hui. Je disais toujours à mes étudiants, savez-vous à quel moment dans l'histoire de France la population urbaine a dépassé quantitativement la population rurale? Les années 1920. Vous voyez que c'est quand même... Alors qu'en Allemagne et qu'en Angleterre, la bascule s'était produite bien avant. La révolution industrielle anglaise et la révolution industrielle allemande ont fait considérablement diminuer la part de la population campagnarde, rurale et agricole dans ces deux pays. Tandis qu'en France, la population rurale sera encore dominante statistiquement jusqu'au début des années 1920. Ça, c'est des chiffres qui parlent et qui montrent bien quel a été le retard français par rapport aux deux grandes économies européennes que sont l'économie anglaise et l'économie allemande. En 1870, on a un pays de moins de 40 millions d'habitants contre une Allemagne qui a déjà largement dépassé les 65 millions d'habitants, qui a une armée 3 fois plus nombreuse que l'armée française, qui a des armes plus performantes, etc., etc. On est dans une situation complètement inégalitaire. La défaite était inéluctable, du point de vue, simplement, je dirais, statistique. Mais en 14, l'Allemagne fait 80 millions d'habitants. La France en a 39 millions. Parce qu'il y a une chute des naissances en plus. Donc vous voyez, 1914, l'écart entre la population française et la population allemande. Bon, voilà, on quitte un peu la littérature, mais quand même, tout ce qui touche à la question de la propriété au XIXe siècle dans la littérature est absolument fondamental parce que le statut et ce qu'on pourrait appeler la gouvernance de la propriété a radicalement changé du fait de la Révolution. D'autres questions?
Alors, je vous donne rendez-vous au 13 janvier, où là, on se focalisera sur le pouvoir de l'argent. Ah, il y aura des figures absolument répugnantes, mais jouissives du point de vue littéraire. Et d'ici là, eh bien, si je n'ai pas l'occasion de revoir tel ou tel d'entre vous, je vous souhaite un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année.